Voilà, nous avons le plaisir de recevoir l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, qui a été le ministre de l'Intérieur au moment du démantèlement du camp de Calais et de la mise en place de cette politique de CAO, de centre d'accueil et d'orientation. Les deux préfets d'hier, Michel Lalande et Fabienne Bussiot, constituent en quelque sorte le trio d'action de cette politique au moment de Calais. Et c'est avec plaisir que j'appelle Bernard Cazeneuve sur la scène, qui va esquisser une réflexion sur la démocratie face à ce défi, à ce défi que constituent les migrations. Merci, Monsieur le Ministre. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire, je voudrais d'abord vous dire le très grand plaisir que j'ai à vous retrouver tous ici en Normandie, sur cette terre dont vous savez qu'elle est particulièrement chère à mon cœur, pour évoquer un sujet qui m'a beaucoup mobilisé au cours des dernières années, qui est la question migratoire, et d'aborder ce sujet pour respecter le cadre de l'intervention que vous me suggérez, en lien avec la question démocratique. Et je pense que c'est une bonne manière d'aborder le problème à l'occasion de ce collège des mondes possibles. Si d'ailleurs la manifestation s'était organisée à Cherbourg, mon cher Philippe, j'aurais appelé ça le collège des mondes souhaitables. Mais la différence de mots résulte sans doute de la différence de sensibilité. Et si on arrive à faire en sorte que le monde possible devienne un monde souhaitable, ou plutôt que le monde souhaitable devienne un monde possible, pour être plus juste, nous aurons ensemble beaucoup progressé. Donc merci à tous pour votre accueil, merci pour me donner l'occasion de m'exprimer. Je voudrais entrer immédiatement dans le sujet. Les démocraties face aux défis migratoires. C'est une question auquel l'ensemble des pays de l'Union européenne et des grandes démocraties occidentales seront confrontés au cours des prochaines années, pour des raisons qui tiennent d'abord au fait que la question que nous traitons aujourd'hui est une question qui dépasse très largement dans l'esquisse de ces solutions le cadre de l'État-nation. Et nous l'avons vu à l'occasion de la grande crise migratoire des années 2014, 2015, 2016. Les solutions, si on veut qu'elles soient performantes, qu'elles permettent d'apporter des solutions qui soient à la fois humaines et efficaces, le cadre ne peut pas être le cadre de l'État-nation, même si, bien entendu, il appartient aux États, et nous l'avons fait, de prendre des dispositions pour maîtriser des situations qui, sur le plan humanitaire, sont souvent extraordinairement préoccupantes. Le deuxième élément, c'est que si la solution n'est pas celle qui peut se décliner exclusivement dans le cadre de l'État-nation, c'est précisément parce que nous sommes confrontés à des mouvements de grande ampleur. Et que ces mouvements de grande ampleur qui conduisent des populations à se mettre en mouvement, notamment dans la bande sahélienne, sont des mouvements dont les causes sont multiples et extraordinairement difficiles à maîtriser à l'échelle de l'État-nation. J'évoquerai trois sujets qui me sont apparus comme étant à l'origine des grands mouvements migratoires auxquels l'Union européenne et les États ont été confrontés. D'abord, la nécessité pour des populations qui étaient persécutées dans leur pays, parce qu'elles n'avaient pas d'autre solution pour survivre, de prendre le chemin de l'exode, afin d'essayer de continuer à offrir un avenir à leurs propres enfants. Cela s'est passé au moment où la crise est survenue avec une extrême violence sur le théâtre des opérations terroristes en Irak et en Syrie. Cela s'est produit après les révolutions arabes dans des pays qui n'ont pas réussi à dégager des solutions permettant la mise en place d'institutions de nature à assurer le gouvernement de ces pays. Je pense notamment à la Libye, qui est entre les mains de milices et de groupes armés qui commettent à l'égard notamment des populations qui arrivent en Libye avant de franchir la mer Méditerranée pour rejoindre l'Union européenne, des exactions absolument abjectes et qui doivent être dénoncées et pour lesquelles il nous faut trouver des solutions. Je pense aussi à un certain nombre de dictatures dans ces pays qui conduisent à des persécutions, à des discriminations, à des actes de torture, d'emprisonnement qui poussent les populations contre leur volonté, et souvent dans un contexte de désespoir absolu, à prendre le chemin de l'exode. C'est là d'ailleurs l'origine de la politique de l'asile qui a été exprimée dans les valeurs universelles que porte la France
pour reprendre l'expression de François Mitterrand, qui conduisent les peuples du monde à aimer le discours tenu par la France depuis la Révolution française et qu'aucun gouvernement jusqu'à présent n'a souhaité remettre en cause si l'on inscrit la diffusion de ces valeurs dans le temps long de l'histoire de notre pays. Il y a une deuxième cause des migrations, c'est l'extrême pauvreté. On peut préconiser toutes les solutions concernant le contrôle aux frontières, durcir toutes les politiques migratoires, aussi longtemps qu'il y aura des populations qui seront confrontées à une inégalité de richesse, à l'extrême pauvreté, à l'impossibilité de continuer à vivre là où elles sont, parce que là où elles sont, elles meurent de faim, alors elles tenteront de vivre malgré tout en empruntant un chemin qui est celui de l'exode, qui est celui de l'exil, qui est celui de l'incertitude. Et il est vrai qu'un certain nombre de ces populations arrivent aussi en Libye, arrivent aussi en Grèce, arrivent aussi en Turquie, arrivent aussi en Italie et essaient de trouver pour elles-mêmes des solutions en Europe. Et puis il y a une troisième cause de migration qui va, à mon avis, devenir une cause majeure dans les années qui viennent, si cela n'est déjà pas le cas, c'est la cause climatique. À partir du moment où nous avons un dérèglement climatique qui conduit des populations à ne plus pouvoir vivre là où elles vivent à cause du réchauffement, à cause de l'aridité des terres, à cause de l'impossibilité de continuer à exploiter des ressources naturelles dans des conditions d'équilibre écologique de telle sorte à pouvoir vivre, alors, bien entendu, le dérèglement climatique, et la COP21 a très bien montré cela, engendrera des migrations. Et donc, comme nous sommes face à des enjeux planétaires qui renvoient à la globalisation de l'économie et de ces enjeux, chaque État doit prendre ses responsabilités, mais il est illusoire de prétendre régler la totalité du problème par la mobilisation des seuls moyens de l'État-nation, même si chacun sait qu'en républicain totalement vintage que je suis, démodé, appartenant à l'ancien monde, je suis pour ma part très attaché à l'État-nation, à la République, à son autorité, à ses institutions. Et que je ne suis pas de ceux qui considèrent que l'on ne peut rien faire dès lors qu'on est investi d'une responsabilité publique à la tête d'un État-nation. Voilà pour le cadre général et le cadre introductif. Une fois que l'on a dit cela, on doit déduire de ce panorama, que chacun a bien à l'esprit, un certain nombre de principes si l'on veut traiter ces questions migratoires comme elles doivent l'être. Le premier des principes, et j'en parle d'expérience en essayant de vous faire partager ce que j'ai pu vivre au cours des dernières années, est dicté de l'excès de polémique et d'outrance que j'ai toujours vu prévaloir sur ces sujets migratoires, alors que leur complexité appellerait davantage la convocation de la pédagogie et l'exigence de vérité. Ce qui m'a frappé au cours des dernières décennies, et plus particulièrement des dernières années, parce que la crise migratoire a pris une ampleur particulière, c'est la tentation de toutes les organisations politiques, toutes, de préempter le sujet migratoire en l'instrumentalisant de manière à en faire un élément d'identification politique dans le paysage du débat français. J'ai à l'esprit une typologie de ce que sont les comportements. Mais comme vous n'êtes pas sans doute désireux de me voir faire des typologies politiques sur un sujet sérieux, je vais quand même aller à l'essentiel pour ne pas être trop long sur ce sujet, mais lorsque je vois un certain nombre d'organisations politiques expliquer que la fermeture totale des frontières, qui n'est pas possible, permettrait de régler la totalité du problème, et que si nous ne le faisons pas, nous serons confrontés à ce que l'on appelle le grand remplacement, enfin ce qu'ils appellent le grand remplacement, c'est-à-dire le remplacement de notre population et notre civilisation par une autre, je me dis qu'il y a loin de ce discours, dans ses outrances et ses excès, à la réalité. Lorsque d'autres, qui appartiennent à une autre sensibilité, je dirais presque inverse et symétrique, expliquent qu'à chaque fois que l'État essaie d'agir, il organise la consubstantialité de la violence à la police et qu'il est nécessairement dans la répression et qu'il ne peut pas y avoir de politique migratoire de l'État qui soit juste et équilibrée, parce qu'une politique migratoire équilibrée ne peut venir que des organisations non gouvernementales, en l'absence totale d'intervention de la police, comme s'il ne fallait pas les policiers pour lutter contre les filières de l'immigration irrégulière. J'ai là aussi des interrogations qui ne sont pas de même nature, mais qui sont de même profondeur.
Et lorsque je vois à l'occasion des élections présidentielles toute une série de candidats intelligents, sérieux, compétents, certains même ont été élus, expliquer que la politique migratoire menée par le gouvernement en charge de résoudre ces problèmes est insuffisamment généreuse, qu'il faudrait aller s'inspirer de ce que fait Mme Merkel, qu'il faut renégocier les accords du Touquet, le tout étant dit à Calais. Une renégociation des accords du Touquet, ça veut dire quelque chose d'assez précis, c'est-à-dire remettre en cause les dispositions qui ont été arrêtées par les gouvernements français et britanniques à la fin des années 90 et au début des années 2000, par un dispositif qui consiste tout simplement à ouvrir les frontières, puisque les accords du Touquet sont des accords, comme les accords d'ailleurs de Sangatte, qui mettent en place un dispositif extrêmement précis de contrôle des frontières de part et d'autre de la Manche, et qui préconise que ceux qui ont réussi à franchir la Manche soient renvoyés sur le territoire national pour dissuader les passeurs d'organiser le passage à partir de Calais ou de la façade septentrionale vers la Grande-Bretagne. J'ai entendu dire récemment qu'on avait renégocié ces accords. J'invite chacun qui connaît ces accords à les relire. Et j'invite chacun qui aura relu ces accords et en aura perçu le contenu, de me dire en quoi ce qui a été décidé à Londres à l'occasion du dernier Conseil franco-britannique correspond à une renégociation de ces accords. Ce qui a été mis en place dans un petit traité à Londres à l'occasion du dernier Conseil franco-britannique, c'est la mise en place d'un dispositif qui consiste pour les Anglais à intervenir dans la sécurisation des infrastructures à Calais, 50 millions d'euros supplémentaires. Je veux quand même signaler à ceux qui ne le savent pas que les Britanniques, sans qu'on ait fait de conférence de presse pour ce faire, ont mis déjà 140 millions d'euros sans qu'il y ait de traité au cours des dernières années pour sécuriser la frontière entre la France et la Grande-Bretagne. Et puis le deuxième dispositif de ces traités, c'est de permettre l'accueil des mineurs isolés. Mais je ne sais pas comment j'aurais fait pour évacuer 10 000 personnes à Calais il y a de cela 18 mois si je n'avais pas eu un accord avec les Britanniques pour l'accueil des mineurs isolés. Donc, vous voyez, si je regarde ce sujet sur le plan politique, je constate qu'il y a une instrumentalisation de toutes parts, que cette instrumentalisation, elle est très loin de rendre intelligible la difficulté du sujet. Et si l'on veut être efficace sur les questions migratoires et être conforme aux valeurs universelles que nous avons toujours portées, il faut être dans la recherche de l'efficacité de l'action plutôt que dans le happening politique quotidien. Et il faut le faire en étant rigoureux sur les principes et ne rien céder sur les principes, parce que ce que l'on cédera sur les principes, on le perdra en efficacité. Et si je ne suis pas de ceux qui font des phrases pour expliquer, comme j'ai pu l'entendre au cours des dernières semaines, qu'on organisait à travers les dispositions arrêtées par le nouveau gouvernement des processus de rafle dans les centres d'accueil et d'hébergement, parce que je pense que ces propos ne sont pas justes, qui ne correspondent pas à la réalité et que l'on ne peut pas traiter ces questions par posture. Je pense en revanche qu'il y a des éléments qui sont fort regrettables dans les dispositions récemment prises. Je pense notamment à la confusion dans un même texte des dispositions qui relèvent de l'asile et celles qui relèvent de l'éloignement des étrangers. Et je pense aussi, et davantage encore, à la confusion entre les dispositions qui relèvent de la lutte contre le terrorisme et les dispositions qui relèvent de l'éloignement des étrangers dans un texte récemment adopté relatif à la lutte contre le terrorisme. J'ai toujours veillé comme ministre de l'Intérieur à ce que l'on ne mélange pas ces sujets. Il y a ce qui relève de l'asile, il y a ce qui relève de l'immigration. Ces deux sujets doivent être séparés et traités différemment, et on ne peut pas laisser dans un même texte percoler les questions relatives à la lutte contre le terrorisme et les questions relatives aux droits des étrangers. Et si l'on veut être efficace en matière de politique migratoire, il faut que par la disposition des choses, les équilibres ne soient jamais rompus. Et je souhaite qu'ils ne le soient pas, et je souhaite que les parlementaires, à l'occasion de l'examen de ces textes, sortent de ces logiques déclaratoires et parfois musculaires, pour regarder ce qu'est le fond des textes et faire en sorte que nous restions conformes aux valeurs que nous avons toujours portées. Alors comment le faire une fois que l'on a dit ça, ces considérations politiques générales, sur le fond? D'abord, je pense que la politique migratoire, dès lors qu'elle n'est pas un exercice pyrotechnique politique quotidien qui consiste en instrumentalisant des sujets à faire de la politique, est nécessairement une politique au long cours, exigeante, ingrate, difficile,
et qu'il faut dire à nos concitoyens, comme aux citoyens européens, comme aux citoyens du monde, que la question migratoire ne se résoudra pas sans un effort et une persévérance qui s'inscrira nécessairement dans le temps long de l'histoire. Ce qui ne veut pas dire que nous ne puissions pas obtenir de résultats à court terme. Ça veut dire que ces résultats à court terme ne pourront créer un équilibre à long terme que dès lors qu'il y aura cette détermination et cette persévérance. Comment faire vivre cette détermination et cette persévérance pour être précis? D'abord au plan européen. Je veux rappeler que lorsque nous avons été confrontés à la politique migratoire en 2015-2016, il n'y avait aucun dispositif européen pensé par l'Union européenne destiné à permettre l'accueil dans des conditions humaines et dans des conditions responsables de ceux qui relevaient du statut de réfugié en Europe. Je me souviens d'avoir fait à la fin du mois d'août 2014, très précisément le 30 août 2014, une tournée des pays de l'Union européenne comme ministre de l'Intérieur, à l'occasion de laquelle je m'employais en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Autriche et en Grande-Bretagne. Nous avions fait ce déplacement sur 2 jours, de convaincre les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne de mettre une plateforme à l'ordre du jour du Conseil Justice Affaires intérieures, articulée à quelques idées simples. Quelles étaient ces idées? Et que faut-il en faire aujourd'hui compte tenu de ce qui a déjà été mis en œuvre? Ces idées, c'est d'abord le fait que dès lors que les migrants arrivaient de façon massive sur les îles en Grèce et sur les îles en Italie, à Lampedusa et sur les îles grecques, il fallait que nous ayons un dispositif d'accueil de ces migrants qui soit à la hauteur du message porté par l'Europe en matière de droits de l'homme et d'accueil des réfugiés. Les hotspots, puisque c'est ainsi qu'on les a appelés, sont nés d'une initiative française, et sont nés d'une initiative française reposant sur l'idée qu'il fallait mettre fin au désordre qui existait dans les îles en organisant cet accueil de façon multinationale, multilatérale au sein de l'Union européenne, faire en sorte que cet accueil permette aux collaborateurs de nos administrations en charge de l'asile et de l'immigration d'être au plus près des autorités grecques pour assurer un accueil aux meilleurs standards, que des dispositifs humanitaires devaient être arrêtés en liaison avec les organisations non gouvernementales permettant l'accès aux droits de ces populations, mais aussi l'accès tout simplement aux moyens de subsistance, et qu'il fallait le faire dans des conditions de confiance avec ces organisations gouvernementales, non gouvernementales, de telle sorte à ce que ce qui relevait des mesures d'ordre public nécessaires, et je pense notamment au contrôle dans les hotspots de ressortissants de l'Union européenne que l'on retrouvait dans les hotspots, qui venaient du théâtre des opérations terroristes et qui pouvaient nous frapper, et ils sont passés pour un certain nombre d'entre eux par ces hotspots en novembre 2015 au moment des attentats du Bataclan. Donc il fallait qu'on puisse les contrôler, ce que le code Schengen ne permettait pas, et que l'on crée les conditions d'une véritable coopération avec les autorités grecques, auxquelles on demandait beaucoup en termes de sacrifices budgétaires, mais auxquelles on donnait peu de moyens administratifs pour faire face à la tâche. Donc le travail là était extrêmement difficile et ingrat. Il a été fait de façon acharnée. Plusieurs, Didier Lesky s'en souvient, collaborateurs, fonctionnaires français ont été amenés à intervenir au long cours aux côtés des autorités grecques dans le cadre d'un accord passé avec le Premier ministre grec à l'occasion de déplacements en Grèce, mais les moyens français étaient insuffisants. Nous ne pouvions pas en mettre davantage parce que nous avions notre propre situation française à régler, mais il n'y a pas eu de mobilisation européenne. Une première recommandation que je ferai, en vous ayant écouté, Madame, tout à l'heure parler de ce sujet, je viens en appui de votre propos, il faut impérativement que dans les hotspots, et ça c'est stratégique, c'est fondamental si on veut être efficace, il y ait une véritable collaboration des administrations des pays de l'Union européenne aux côtés de l'administration grecque pour permettre un accueil digne des réfugiés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faciliter leur accès à l'asile dans des conditions qui permettent de le faire rapidement, organiser en aval de cette reconnaissance du statut de demandeur d'asile le processus de relocalisation ou de réinstallation tel que prévu par les accords scellés au sein du Conseil européen, et le faire dans un contexte où chaque pays prend sa part. On a beaucoup critiqué la France parce qu'elle n'avait pas fait ce qu'a fait l'Allemagne, mais je veux rappeler quand même que la France a été le premier pays dans la contribution européenne à la mise en œuvre du processus de relocalisation et de réinstallation, et que cela n'a pas été suffisamment dit. Je reviendrai tout à l'heure sur la relation avec l'Allemagne. Voilà le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut qu'à aucun moment dans l'opinion publique européenne, et c'est pour ça que je ne suis pas favorable à ce qu'on mélange les dispositions relatives
à l'immigration, à l'asile et celle relative à la lutte contre le terrorisme, on puisse imaginer une minute, et encore moins prouver, que par défaut de vigilance, ceux qui rentrent puissent être demain ceux qui nous frappent. Et c'est la raison pour laquelle, là aussi, des choses précises sont à faire. J'ai entendu pendant la campagne présidentielle, c'était extrêmement intéressant, deux choses qui m'ont marqué. La première chose, c'est qu'il faut réformer Schengen pour permettre le contrôle aux frontières extérieures de l'Union européenne. Ceux qui disaient ça étaient issus, encore une fois, de toutes les sensibilités politiques. Mais ils oubliaient simplement qu'en 2016, nous avions pris une décision qui consistait à mettre en place une agence européenne de contrôle des frontières extérieures, Frontex, dotée de 1700 personnes, qui n'avaient jamais existé jusqu'à présent, et dotée d'un budget de 250 millions d'euros. Cette agence doit monter en puissance. Elle doit être le véritable outil de gestion des espaces maritimes à proximité des côtes où les migrants arrivent ou partent, et elle doit être la véritable force permettant d'assurer l'effectivité du contrôle aux frontières. Pour cela, nous avons modifié l'article 7-2 du Code frontière Schengen, qui permet désormais de contrôler aux frontières extérieures les ressortissants de l'Union européenne qui reviennent des théâtres des opérations terroristes et qui bénéficient au sein de l'Union de la libre circulation. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent, désormais on peut le faire. Donc nous avons mis en place Frontex, nous avons modifié le code frontière Schengen, nous avons établi au lendemain des attentats du 13 novembre le contrôle à nos propres frontières, nous avons donc les outils pour faire. Mais les outils ne signifient pas nécessairement que la totalité des procédures sont là. C'est la raison pour laquelle il est impératif de continuer à travailler. C'est toujours la même logique, celle de la persévérance, celle de la détermination au long cours, pour faire en sorte que Frontex ait les moyens d'assurer le contrôle et pour que les services de police et de renseignement des différents pays de l'Union européenne puissent être garantis, et pour ça il faut renforcer la coopération aux frontières, que ceux qui franchissent les frontières seront contrôlés et qu'on pourra interroger le système d'information Schengen et notamment le fichier des personnes recherchées pour s'assurer que ceux qui rentrent ne nous frappent pas. Et si nous avons fait cela, alors nous serons en situation de déconnecter durablement la question de la sécurité de la question migratoire. Et si nous voulons résister au populisme et à l'extrême droite en Europe, il faut que ce travail soit fait impérativement, méthodiquement. C'est un travail dur, c'est un travail technique, c'est un travail ingrat, mais sur les questions migratoires, si l'on veut réussir, il faut faire ce travail-là. Je dirais même que c'est le seul qui doit être fait sérieusement. Le reste, c'est de la communication, et ce travail doit être poursuivi au sein des instances européennes. Il y a un troisième élément sur lequel je voudrais insister qui renvoie aux problèmes européens, c'est que je suis très surpris que dans les grandes ambitions européennes qui s'expriment ici ou là, il n'y ait pas un mot sur le rôle de l'Union européenne à destination des pays du Sud et notamment des pays de la bande sahélienne. S'imaginer que l'on puisse avoir une politique migratoire équilibrée et efficace sans une ambition qui doit être portée par l'Union européenne d'engagement de politique de codéveloppement massive entre l'Union européenne et les pays de la bande sahélienne notamment, est une illusion. De ce point de vue-là, l'Europe est absente et insuffisante. Un mandat a été confié à la haute représentante de l'Union européenne, Mme Mogherini, pour discuter avec les pays de la bande sahélienne en vue du règlement de la question migratoire, notamment au Niger, et de la mise en place de projets de développement ambitieux mobilisant l'Union. Je n'ai rien vu venir de concret sur ce sujet, parce qu'il est vrai que travailler avec les ONG sur les questions migratoires en liaison avec les pays de la bande sahélienne était infiniment moins gratifiant lorsqu'on s'intéresse aux questions de politiques étrangères que de traiter des questions nobles qui renvoient au multilatéralisme, à la relation avec la Russie ou à l'ordre du monde, après que les Américains ont décidé de reconsidérer leur relation avec l'OTAN. Mais pourtant, c'est une question centrale. Je dirais même que c'est la question centrale et que l'Union européenne devrait se mobiliser grandement sur ce sujet. Nous avons la chance d'avoir un président de la République qui a une vision européenne, qui a été exprimée de façon très talentueuse à l'occasion de son discours de la Sorbonne. Il faut, à mon avis, ça n'est que mon humble avis, introduire cette dimension euro-africaine dans les propositions du président, dans la préoccupation française. Et puisque la France est de retour, me dit-on, elle devrait avoir plus de marge de manœuvre pour le faire qu'auparavant.
même si auparavant tout ce que je viens de vous dire a été fait. Je me permets de l'indiquer modestement, parce que des fois j'ai l'impression que tout a commencé il y a 6 mois, mais il s'est passé des choses avant, je les rappelle simplement pour ceux d'entre vous qui ne viviez pas en France à ce moment-là, hein, et qui arrivaient, avaient le sentiment de découvrir un pays qui a subitement émergé, et qui avant n'existait pas. Non, il existait, je crois me souvenir, je n'ai pas de problème neurologique, avoir participé à des réunions à Bruxelles, à l'occasion desquelles je me suis beaucoup mobilisé avec d'autres pour obtenir quelques résultats dont il est vrai, j'ai moins parlé qu'on ne parle des résultats aujourd'hui, mais ça fait partie de la politique avec son charme et parfois aussi sa désuétude qui me conduit à considérer que le monde nouveau n'est pas nécessairement un monde neuf. Pour ce qui concerne les questions intérieures, j'ai évoqué rapidement les questions européennes. Pour ce qui concerne les questions intérieures, bon, là j'ai une préoccupation plus grande et je voudrais là aussi vous livrer très sincèrement mon propos. La question migratoire en interne est extraordinairement difficile, d'abord parce qu'elle appelle une coordination interministérielle compliquée, parce que la question migratoire ne peut pas être traitée par la seule expression de la volonté de l'État. La question migratoire doit aussi mobiliser les collectivités territoriales, et elles se sont mobilisées grandement pour régler notamment la question de Calais, sans quoi l'État aurait été impuissant à le faire. Et même si on est toujours agacé par les organisations non gouvernementales, elles m'ont beaucoup critiqué lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, je n'ai jamais considéré, compte tenu de l'importance du travail que ces organisations accomplissaient, qu'il fallait, sous prétexte qu'elles étaient critiques, mais n'était-ce pas leur rôle de l'être toujours, rompre les relations avec elles en n'acceptant pas de maintenir ce fil sans lequel rien de ce qui relève de l'essentiel et des valeurs ne peut se faire. Et moi, j'ai toujours été sans concession, lorsque nous étions sur le fond avec ces grandes ONG françaises ou internationales, mais bien qu'étant sans concession, j'ai toujours été dans le respect, précisément parce que c'est parce que j'avais considération pour ce qu'elles faisaient que j'estimais qu'il fallait que je leur dise ce que je pensais de sujets compliqués sur lesquels parfois elles ne m'aidaient pas toujours, notamment à Calais. Même si à la fin nous avons fait beaucoup de choses ensemble et que j'en éprouve une certaine fierté. Bon, quel est le sujet? J'entends dire, et c'est récurrent, quels que soient les gouvernements, et moi-même j'ai tenu ce discours, qu'il faut de l'humanité et de la fermeté, et qu'il faut bien accueillir ceux qui relèvent de l'asile et pour cela renvoyer ceux qui ne relèvent pas. Je ne peux pas ne pas accéder à ce raisonnement, parce que ne pas accéder à ce raisonnement, c'est une manière de ne pas être responsable face à la complexité d'un problème. Donc moi, je ne serai pas de ceux qui prendront des postures et qui, par posture, critiqueront les gouvernements qui sont en place, parce que pour avoir été au gouvernement, je sais la complexité de ces sujets. Mais une fois que j'ai dit cela, j'estime que je peux me permettre d'exprimer un certain nombre de volontés, de convictions et aussi d'interrogations. D'abord, si on veut bien accueillir ceux qui relèvent de l'asile en France, il faut donner à l'administration de l'asile et à ceux qui accueillent les moyens d'accomplir correctement leur mission. Et de ce point de vue-là, ça a été dur les 5 dernières années, parce qu'il a fallu se mobiliser en permanence, en interministériel, pour obtenir les arbitrages qui allaient bien et faire en sorte que notre dispositif d'accueil des demandeurs d'asile soit rehaussé. Et si la démocratie n'est pas capable de faire face, en mettant les moyens et les procédures en face de la réalité qui vont bien, alors la démocratie se trouve affaiblie par la pression migratoire. Et si la démocratie veut être à la hauteur, il faut qu'elle cherche à régler le problème. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, au cours des 5 dernières années, je vais vous donner quelques chiffres qui ne sont pas connus, mais qui sont quand même révélateurs d'une volonté, fait en sorte que le nombre de places d'accueil en demandeurs d'asile soit multiplié par 2. On est passé de 40 000 à 82 000 places. Comment se répartissaient ces 82 000 places, cet effort supplémentaire de 40 000 places? Nous avons mis à peu près 18 000 places supplémentaires en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, en CADA. Nous avons créé 5 000 places supplémentaires en ATSA. Nous avons créé une dizaine de milliers de places dans des centres d'accueil et d'orientation, j'y reviendrai tout à l'heure, pour permettre l'accueil de ceux qui étaient dans des campements. Et nous avons créé à peu près 5 000 places d'hébergement des réfugiés après obtention de leur statut. C'est la mission qui avait été confiée au préfet Kléber Haroul par mes soins et qui était destinée à créer les conditions de l'accès au logement de droit commun
des demandeurs d'asile dans une relation avec les bailleurs sociaux et les collectivités locales qui s'étaient mobilisées pour permettre cela. Ça fait 40 000 places supplémentaires qui ont été offertes. C'est un effort budgétaire significatif, mais cet effort budgétaire, bien entendu, n'est pas suffisant. Il faut le poursuivre. De la même manière que dans la loi Asile qui a été adoptée en 2015 et que je me suis employé à séparer d'une loi relative au séjour qui a été adoptée la même année, et plutôt en 2016, nous avons fait en sorte que la durée de traitement des dossiers de demandeurs d'asile soit ramenée de 24 à 9 mois. C'était l'objectif de la loi. Je comprends qu'on est à 11 mois. C'est donc que le travail qui a été fait en l'espace de 18 mois a atteint son objectif. Et on veut ramener cette durée de 11 à 6 mois. Très bien. Comment le faire? On ne le fera pas si on ne crée pas des places supplémentaires en centre d'accueil. On ne le fera pas. On ne le fera pas si on démantèle les centres d'accueil et d'orientation qui ont été créés dans 175 communes françaises grâce au concours des maires pour permettre l'évacuation de Calais et des campements de Paris. On ne le fera pas. On ne le fera pas si on arrête de créer des places des postes au sein de l'OFI et de l'OFPRA. L'OFPRA, nous en avons créé à peu près 300. L'OFI, je parle sous votre contrôle, cher Didier Lesky, je crois 100. On est passé de 282 à 382. Et nous avons créé aussi quelques postes en préfecture insuffisants, car aujourd'hui, je pense que c'est dans les préfectures qu'il faut créer les postes dont le système d'asile a besoin pour passer de 11 à 6 mois. Donc, est-ce que cela sera fait? Je regarde le budget de l'État, je constate qu'il y a des crédits qui sont inscrits, et il faut que ces crédits soient exécutés. Et moi, je n'ai pas de raison de soupçonner l'État de ne pas vouloir prolonger cette politique. Et je dis simplement en normand qu'une grande confiance ne doit jamais exclure une petite méfiance, que les budgets que l'on vote ne sont pas ceux qu'on exécute, parce qu'entre les budgets que l'on vote et les budgets qu'on exécute, il y a ce que l'on appelle les gels, les surgels, qui peuvent à un moment donné poser problème. Et généralement, on communique sur les budgets que l'on vote, assez peu sur ceux qu'on exécute. Et donc, j'invite les parlementaires qui n'ont pas de conseil à recevoir de ma part, mais peut-être qu'ils peuvent accepter ma manifestation d'affection, de veiller très sérieusement à ce que ce décalage n'existe pas, parce que c'est là qu'est le piège. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est sur le fait qu'il ne sert pas à grand-chose, à mon avis, de faire des moulinets avec les bras sur les retours, compte tenu de ce qu'est la structure des reconduites en France. Je m'explique. Et je parle sous le contrôle éminent des préfets qui sont dans cette salle et qui occupent diverses fonctions. J'ai regardé de très près ce qu'était la source de la pression migratoire qui s'exerce à Paris, aux frontières, en France, au cours des derniers mois. 70% de ceux qui sont là viennent d'autres pays de l'Union européenne. Et parmi les 70% qui sont là et qui viennent d'autres pays de l'Union européenne, plus de 50% n'ont pas demandé l'asile dans d'autres pays. Bien. Et je n'ai pas réussi à voir ces éléments. Je comprends pourquoi j'ai des difficultés à les obtenir, mais peut-être les avez-vous. Beaucoup de ceux qui viennent d'autres pays de l'Union européenne viennent d'Allemagne. Donc, lorsque j'entends dire que nous allons procéder à la reconduite de tous ceux qui sont dans le dispositif Dublin, dont vous avez constaté qu'à travers ces chiffres, qui ne marchent pas, et j'adresse la question à ceux qui tiennent ces propos de savoir s'ils vont renvoyer en Allemagne ceux qui viennent d'Allemagne, en sachant qu'en Allemagne, ils n'ont pas demandé l'asile, après nous avoir expliqué que l'Allemagne avait été vraiment à la hauteur éthique de son rôle en accueillant tous ceux qu'elle avait décidé d'accueillir et que nous n'avions pas été à la hauteur du nôtre en ne les accueillant pas. Si le résultat de ce discours devait consister à renvoyer en Allemagne ce que l'Allemagne a accueilli et de le faire en l'assumant politiquement, je souhaite bon courage à ceux qui doivent faire cela après avoir tenu le discours qu'ils ont tenu. Et je dis cela volontairement de cette manière-là, parce que quand je parlais de l'instrumentalisation de la question migratoire à des fins politiques, vous voyez comment il est facile d'y céder, comment il est difficile de ne pas y céder. Donc je ne dis pas ça en donneur de leçons, je dis cela simplement parce que je sais que tous les gouvernements ont été tentés de faire cela.
et que j'ai eu fort à faire, Didier Lesky s'en souvient, lorsque j'ai donné instruction que ceux qui étaient en CAO ne soient pas dublinés. J'ai donné cette instruction contre mon administration, qui disait « Mais pourquoi est-ce que vous demandez à ce qu'on ne dubline pas ceux qui sont en CAO et qui relèvent du dispositif Dublin ?» J'ai demandé à ce qu'on ne les dubline pas parce qu'ils relevaient du dispositif d'asile en Europe, que je savais qu'ils venaient d'Allemagne, que moi je n'avais pas pris de position éthique sur ce sujet, mais que j'essayais de régler le problème concrètement au nom d'un certain nombre de valeurs, et que je considérais que ce n'était pas très convenable de faire ainsi. Donc, après vous avoir dit ce que je pense utile au plan européen, au plan national, il faut mettre les moyens, il faut faire attention sur la politique de retour, de renvoyer effectivement vers les pays européens où l'asile a été demandé, les déboutés du droit d'asile de ces pays de façon extrêmement ferme, de renvoyer tous ceux qui doivent l'être dans le cadre de la négociation avec les pays de provenance des laissez-passer consulaires, ce qui est toujours un exercice difficile. Et enfin, et c'est le dernier point sur lequel je voudrais insister, de le faire dans une clarté politique. C'est-à-dire que si l'on veut faire comprendre de façon pédagogique, avec l'esprit de Pierre Mendès France, la rigueur qui doit présider à ces sujets, ces questions à nos concitoyens, il ne faut pas être dans la confusion. On doit traiter dans les textes de l'asile ce qui relève de l'asile, traiter dans les textes qui relèvent du droit des étrangers, hors l'asile, ce qui relève du statut des étrangers. Ne pas traiter des questions du droit au séjour dans des textes qui relèvent du terrorisme. Et si l'on ne fait pas cela, alors vous avez devant le Parlement, c'est ce que je redoute, des textes qui arriveront et qui durciront, qui casseront des équilibres, qui créeront un climat et qui feront perdre à l'ensemble de la politique migratoire de son efficacité. Comme je sais qu'il y a quelques questions, je ne veux pas être plus long, je voudrais conclure en donnant 2 ou 3 éclairages sur des considérations politiques générales. D'abord, je pense que nous sommes dans une période, en France et en Europe, où la montée des populismes, malgré certains éléments conjoncturels qui peuvent nous rendre plus optimistes en France qu'ailleurs, cette lutte contre les populismes est une lutte qui s'inscrit là aussi dans le temps long de l'histoire de la démocratie. Je vois les populismes faire une percée massive dans les démocraties. Et je vois très peu de démocrates manifester dans les pays qui ne le sont pas pour demander la démocratie. Il y a donc un sujet actuellement de relation de la liberté, de la tolérance, de l'universalité d'un certain nombre de valeurs à l'ère du temps. Et donc, si l'on veut que ce que nous défendons soit compris, il faut une exigence de rigueur intellectuelle absolue. Et il faut, sur toutes les questions, être dans le détail et la précision des choses. Et je suis pour ma part convaincu que le gouvernement, bien entendu, est un art de la pédagogie, mais que cet art de la pédagogie ne peut pas être mis au service en permanence, sinon nous ne lutterons pas contre les populismes, nous les amplifierons, d'un discours qui consiste à entretenir le décalage entre la réalité des actes et le discours que l'on porte. Il faut au contraire que la communication soit suffisamment maîtrisée, suffisamment rare pour que ce que l'on dit soit entendu, et suffisamment précise et exigeante pour qu'il n'y ait aucun décalage entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. C'est le premier point. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est que cette pédagogie est d'autant plus nécessaire que les populismes convoquent les outrances pour condamner ce qui doit être fait de façon pertinente avant même qu'on ait commencé à le faire. Donc c'est la meilleure arme pour lutter contre ceux qui sont prêts à diffuser, à exacerber toutes les haines et tous les antagonismes dans des pays fragilisés par les chocs qu'ils subissent et qui sont des pays que l'on peut considérer comme d'autant plus fragiles qu'ils portent des valeurs qui supposent un assentiment. C'est le cas de la démocratie. Enfin, le troisième point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'aucun des sujets que nous venons de traiter ne peut se traiter sans une volonté nationale, mais sans une ambition qui va bien au-delà des frontières nationales, et pour ce qui concerne le continent où nous sommes, sans une volonté européenne. Et l'Europe, ce n'est pas non plus un exercice pyrotechnique. L'Europe, c'est un travail acharné, quotidien, de négociation subtile pour dégager des compromis difficiles sur des sujets qui ont une dimension éminemment technique qu'on aurait intérêt à restituer, comme je me suis employé à le faire imparfaitement parce que tout cela est difficile,
à nos citoyens, à nos concitoyens qui travaillent, qui agissent, qui se mobilisent sur les questions migratoires avec beaucoup de générosité. Enfin, dernier point, la relation avec les ONG. On est toujours agaçant une organisation non gouvernementale quand on est ministre. Toujours. Mais si on ne maintient pas la relation, si on n'est pas dans la volonté de construire malgré tout, un ministre ne peut rien sans les ONG qui agissent sur le terrain. Rien. Rien. Alors ça implique un discours de vérité. Moi, je me souviens de dialogues devant la commission consultative des droits de l'homme présidée par Christine Lazerge, de discussions sans fin avec la présidente de la CIMAD où nous nous disions beaucoup de choses qui pouvaient apparaître comme totalement désagréables. Mais à la fin, on faisait quand même des choses ensemble. Et je pense qu'il faut que ceux qui sont investis de responsabilité au sein de l'État n'aient aucune tentation d'oublier la réalité face aux exigences des ONG, mais conscients du fait que les États ne peuvent rien faire sans elles, ne rompent jamais le fil et soient toujours avec elles dans une relation de respect. C'est ce que j'ai essayé de faire. Sans y être toujours parvenu d'ailleurs, parce qu'il est très difficile sur ces sujets de bien faire, et c'est la raison pour laquelle je m'exprime peu sur ces questions. Et quand je m'exprime, ce n'est pas pour mettre le gouvernement en difficulté, même si je ne partage pas, vous l'avez compris, toutes ces orientations, c'est pour essayer de faire en sorte que le pays dans son ensemble parvienne à surmonter des crises auxquelles il doit faire face et qui peuvent finir par ébranler l'essentiel de ce que nous sommes collectivement. Je suis prêt à répondre à vos questions, si vous en avez, bien volontiers. Comment ? Ah, je veux bien, oui. Je vois que Philippe a conscience de mon grand âge. Alors, ici et ici ensuite. Et Régis Debray également. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. J'ai une question qui me taraude depuis un certain moment. C'est simplement pourquoi l'État français donne des lieux d'habitation dans des hôtels plutôt que de les dispatcher chez les particuliers dont je serais volontiers preneuse éventuellement et qui reviendraient moins cher à l'État, puisque l'État est démuni. Merci beaucoup. Il y a un sujet que je n'ai pas traité, qui ne renvoie pas à la totalité de la question que vous avez posée, mais je l'évoque rapidement en répondant à votre question. Tout ce qui doit être fait doit intégrer la lutte contre les filières de la traite des êtres humains, qui sont des filières criminelles, qui contribuent à organiser les migrations en prélevant des sommes considérables sur des personnes qui n'ont rien. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est parfois plus de 12 000 euros qui sont prélevés sur les migrants pour leur permettre de traverser la Méditerranée dans des conditions où ils sont exploités, martyrisés en Libye parfois, avec une inhumanité qui dépasse les limites de ce que l'on peut imaginer. Bon. Donc, nous avons augmenté de 30% par an le nombre de filières de l'immigration irrégulière qui ont été démantelées au cours des dernières années, par une augmentation notamment des effectifs alloués à la police de l'air et des frontières. Cela doit être poursuivi. Je dis cela pourquoi ? C'est pas sans lien avec votre sujet. C'est parce que lorsque nous avons des milliers de personnes à Calais en quelques semaines ou dans les campements à Paris tous les jours, c'est parce que ces filières font le travail de les emmener là. Et qu'à partir du moment où nous avons plusieurs milliers de personnes, c'est très difficile d'arriver à régler le problème de la mise à l'abri dans les conditions que vous indiquez. Et donc à ce moment-là, nous sommes obligés de procéder par une méthode qui est celle de la mobilisation de la totalité des préfets pour trouver des places qui peuvent être des places en centre d'accueil et d'orientation. Ces centres d'accueil et d'orientation sont des bâtiments en dur gérés par des structures associatives qui sont pérennisés. J'ai cru comprendre. Et c'est bien.
On en aura créé 180 qui auront permis de mettre 10 000 personnes à l'abri. Mais comme les 10 000 personnes qui sont à l'abri dans les centres d'accueil et d'orientation accèdent au DNA, dispositif national d'asile, puis ensuite sortent du dispositif national d'asile pour aller dans les logements de droit commun, on libère autant de places qui permettent... bon. Donc ça, c'est un premier élément d'explication. C'est le nombre résultant de la pression et de l'organisation des filières de passeurs qui nous empêchent de faire ce que vous dites. Est-ce que ce que vous dites n'est pas possible? Non, ça se fait malgré tout, par la mobilisation notamment des ONG. Je ne sais pas si vous avez vu les films réalisés notamment par la CIMAD, mais pas seulement, qui montrent la manière dont des citoyens français sont mobilisés pour organiser l'accueil. Cela se fait d'ailleurs parfois en liaison avec l'administration de l'État, mais pas dans des proportions qui permettent de faire face à. Donc, si je vous disais tout à l'heure qu'on a besoin du milieu associatif, des organisations non gouvernementales dans un travail apaisé avec l'État, c'est parce que nous avons réussi, grâce à cette confiance, à ce travail, à organiser cet accueil dans de bonnes conditions, dans l'esprit que vous venez d'indiquer. Mais on ne peut pas le faire compte tenu de l'importance de la pression pour régler le problème. C'est un complément très utile, très efficace aussi, même s'il est marginal, mais on ne peut pas le faire pour régler la totalité du problème compte tenu de l'ampleur du phénomène auquel on est confronté. Régis Debray pour le collège. Non, c'est pas du tout pour le collège, je n'aurais pas cette prétention. Je dirais simplement à titre personnel que c'est toujours un plaisir de vous entendre, Monsieur le Premier ministre, parce que votre ironie n'est pas méchante, parce que votre sobriété n'est pas fade, et je dirais parce que votre rigueur n'est pas rigoriste. Donc vous voyez, je suis un peu cazeneuxiste à ma façon. Il n'y en a pas beaucoup, donc on va vraiment... Non, mais on peut faire un club. Et puis les clubs, ça nous sommes tous les deux. On sera un peu plus. Bon, cela laissé de côté, j'ai un peu tiqué en vous entendant dire que dans l'histoire de la République, nous avions toujours été fidèles à nos grands principes droits de l'homme. J'ai pensé à l'accueil des républicains espagnols en 1939 qui était épouvantable. Je pense évidemment au régime de Vichy et éventuellement à la guerre d'Algérie. Mais ma question porte sur un autre point. Vous avez très justement dit que la question migratoire dépasse le cadre de l'État-nation et qu'il faut le traiter dans un cadre européen. Et vous avez manifesté une ambition européenne. Moi, je voulais savoir si à partir de votre expérience, vous avez parlé de la tournée que vous faisiez dans différentes capitales d'Europe, si à cette ambition correspond une capacité européenne. Autrement dit, est-ce que le traitement de la question migratoire a renforcé votre conviction européenne ou n'a-t-elle pas mis en évidence des disparités, des contradictions, je dirais des réactions nationales très différentes ici et là? Autrement dit, est-ce que votre foi européenne a été confortée ou inquiétée par ce que vous avez pu constater de vos efforts, du résultat de vos efforts quant à un traitement concerté de la question? Deux éléments de réponse. D'abord, pour ce qui concerne l'effet de l'histoire que vous venez d'évoquer en évoquant la guerre d'Espagne, le régime de Vichy, pour moi, c'est pas la République, donc c'est autre chose. Et la guerre d'Algérie, je bats ma coulpe, je me couvre de cendres, vous avez raison, on ne peut pas être dans l'exigence de rigueur et oublier ce type de fait historique lorsque on évoque le temps long de l'histoire de la République. Donc vous avez raison de me reprendre, vous le faites avec précision et gentillesse, et je vous en remercie pour notre auditoire. Sur le deuxième sujet, sur l'Europe, bon, moi je suis un Européen convaincu, mais je ne suis pas un européiste. Alors j'ai du mal à dire ça parce que généralement quand on qualifie d'européiste un Européen, c'est qu'on n'est pas européen soi-même. Or, je suis résolument européen. Et quand je dis que je ne suis pas européiste, je veux dire par là que je me méfie beaucoup de tous ceux qui préconisent des sauts politiques européens à base de traités. Parce que je pense qu'il y a
réticence des opinions européennes à l'adoption de traités nouveaux dans un contexte de montée des populismes, et que si l'on veut combattre les populismes, il ne faut pas proposer des sauts politiques avec des traités, mais des sauts politiques avec des projets concrets. Je pense par exemple que le plan Juncker, le socle européen des droits sociaux, la mise en place de Frontex, ce sont des projets concrets qui sont destinés à régler des problèmes. Et si l'on veut réconcilier les peuples européens avec l'Europe, il faut qu'à chaque fois que les peuples européens voient un problème, il n'ait pas le sentiment que l'Europe en est la cause, mais que l'Europe en est la solution. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut faire progresser l'Europe, non pas par des traités et des grandes ambitions politiques adossées à des traités, mais par des projets concrets qui mobilisent des acteurs européens pour créer des solutions là où il y a des problèmes. Et donc, qu'est-ce que j'ai constaté au plan européen? D'abord, j'ai constaté qu'il avait fallu énormément d'énergie pour mettre en place un dispositif qui était adossé à des hotspots, à un processus de relocalisation et de réinstallation, et un renforcement du contrôle aux frontières par la montée en puissance de Frontex, la réforme du code frontière Schengen, pour permettre à l'Europe de maîtriser ses frontières. Il n'y a pas d'antinomie entre la maîtrise des frontières et l'accueil dans des conditions dignes de ceux qui doivent l'être. Je dirais même que la maîtrise des frontières est la condition du reste. Et donc nous avons réussi malgré tout, grâce notamment à un travail qui a été fait avec un ministre européen pour lequel j'ai beaucoup d'estime, d'affection et d'amitié, qui est Thomas de Maizière, puisque nous avons réussi à porter beaucoup cela ensemble. Nous avons réussi à faire en sorte que ce qui était présenté comme des objectifs en août 2014 se traduisent par une réalité. Les hotspots, ça ne fonctionne pas comme ça doit fonctionner, mais ça existe. Frontex, ça n'est pas encore optimal, mais ça commence à être opérationnel. Et la réforme du code frontière Schengen, nous en avions besoin pour lutter contre le terrorisme. Et nous en avons besoin pour assurer le contrôle de nos frontières extérieures. Nous l'avons mis en place. En revanche, en même temps que je constate ces progrès, je ne peux pas ne pas constater qu'il y a d'énormes faiblesses. Quelles sont ces faiblesses? Il faut les nommer. Le processus de relocalisation et de réinstallation ne conduit pas les pays de l'Union européenne à prendre la part que prend la France dans le processus mis en place après accord européen. Et nous sommes le premier contributeur, mais nous sommes le premier contributeur aussi parce qu'un certain nombre de pays qui s'étaient engagés ne respectent pas leurs engagements. Donc il faut... La volonté européenne, c'est ça. Il faut que les chefs d'État et gouvernement dont la parole a un poids fassent en sorte... C'est vrai que c'est moins gratifiant qu'une grande déclaration, mais c'est aussi important si on veut atteindre les résultats, puissent faire en sorte que les pays tiennent leurs engagements. La deuxième chose, c'est qu'il faut que les pays de localisation des hotspots veille à ce que ces hotspots fonctionnent correctement. On ne peut pas, à la sortie des hotspots, mettre des pancartes avec écrit Berlin, Paris, sans qu'à aucun moment les dispositifs d'enregistrement... Donc il faut qu'il y ait un engagement des États, et cet engagement des États, il implique aussi que les États de l'Union européenne se mobilisent aux côtés de l'Italie et surtout de la Grèce pour faire en sorte qu'il y ait un dispositif administratif qui soit mutualisé. On ne peut pas dire aujourd'hui aux Grecs, on vous impose des contraintes budgétaires majeures, vous devez déflater les effectifs de votre fonction publique, et dans le même temps, on va vous demander de faire tout seul ce que nous-mêmes, nous serions en peine de faire avec nos seuls moyens si nous étions dans votre situation. Ça, c'est pas possible. Donc il faut continuer à matérialiser par des accords avec la Grèce notre soutien. Enfin, il y a un problème majeur, c'est certains pays d'Europe centrale et orientale. Quand vous êtes ministre de l'Intérieur, que vous battez pour que tout cela se mette en place et que vous battez pour qu'il y ait une solidarité européenne dans l'accueil des réfugiés et qu'un ministre slovaque prend la parole 1 heure pour dire que la centaine de personnes qu'on lui demande d'accueillir est incompatible avec ce que son pays peut se porter, alors qu'en 5 minutes, l'Allemagne vous dit oui pour prendre... Vous dites qu'il faudrait au moins réglementer le temps de parole. Au moins ça. Hein. Donc oui, il y a des sujets et il y a des combats et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, ces combats valent le coup d'être menés. Ils sont difficiles. Encore une fois, l'Europe, c'est aride. C'est pas un feu d'artifice. C'est difficile, c'est compliqué. Il faut mettre les mains dans le cambouis. Il faut passer des heures à convaincre, à obtenir des compromis. Mais lorsqu'on les obtient, ça vaut le coup. Donc oui, je pense que beaucoup de choses ont été faites, des échecs ont été constatés. Mais compte tenu du chemin qui a été parcouru, ça vaut le coup de continuer à y croire. Et si on continue à y croire, on obtiendra des résultats. Voilà ce que je pense.
Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour. J'essaie de me renseigner un maximum sur ces problèmes qui touchent l'Europe et je voulais savoir si vous pensiez que l'image qui est véhiculée par les médias et donc par les politiques, comme vous l'aviez dit, elle correspond quand même à la vérité ou à une vérité, ou si on tombe vraiment dans une espèce de sensationnalisme et d'instrumentalisation du problème pour à des fins politiques. Je pense que le sensationnalisme et l'instrumentalisation des problèmes est la dominante. Et que c'est gravissime compte tenu de l'intensité et de la profondeur des tragédies humaines rencontrées par les migrants qu'on se comporte de la sorte. Quand, le préfet Viscu s'en souvient et Didier Lesky aussi, lorsque nous tenons des vidéoconférences avec les préfets de région pendant des semaines pour réussir l'évacuation de Calais, que je donne des instructions aux services de sécurité pour qu'il n'y ait pas d'intervention policière au moment de l'évacuation. Il n'y en a pas eu du tout. Hein. Et que vous avez des articles de journaux, et non des moindres, qui expliquent que j'organise la déportation avec la police des migrants à Calais, pour garder votre placidité, il faut un incommensurable amour de la littérature. Une capacité de détachement par rapport... Mais on a vécu ça tout le temps, en permanence. Enfin, c'était vraiment très pénible, parce que, bien entendu, ce que nous faisions n'était pas parfait, c'était difficile, il pouvait y avoir des problèmes, soit qui résultaient de décisions qu'on avait mal calées, ou de processus qu'on n'avait pas assez précisés, ou d'instructions qui n'étaient pas mises en œuvre comme on le souhaitait, mais la réalité n'était pas celle qui était décrite. Bon. Ensuite, les postures politiques en France dominent tout. Je pense que la déréliction démocratique, l'affaiblissement constant des institutions depuis des années et des décennies résulte du fait que le décalage entre la réalité et le discours est de plus en plus abyssal, et que le discours sert la posture, et que la rigueur intellectuelle s'évapore, et que tout cela à la fin fait du mal. Si j'ajoute à ça la puissance des égotismes qui, en politique, jouent leur rôle, on finit par se poser la question de savoir si la valse des égaux ne finira pas où tout est l'ego. Hein. C'est comme ça que la question finira par se poser. Donc, oui, moi je suis très préoccupé de ça, et je suis très préoccupé de voir le décalage qui existe entre la réalité de ces sujets, la manière dont on en parle, et l'envahissement par la posture ou l'image que l'on veut véhiculer de soi-même ou de l'endroit d'où l'on parle sur la réalité des faits. Et j'étais aussi intéressé de voir le décalage qui existait entre ce que nous pouvions nous dire avec les ONG en réunion et ce qui ressortait dans les articles de presse de ce que nous étions dit. Parce que chacun est dans sa posture. Donc ça, c'est un vrai problème, et je pense que là, il faut être vraiment militant, il faut s'indigner de ça, dire que le sort des migrants mérite mieux que ça, il faut être aussi capable, quand on gouverne, de reconnaître ses erreurs, d'être à l'écoute des autres, de ne pas rompre des équilibres, parce que tout cela est éminemment fragile et subtil. Mais je partage tout à fait votre sentiment, et pour tout vous dire, ça m'agace beaucoup, mais vraiment beaucoup. Monsieur le Premier ministre, pensez-vous que le nouveau pape apporte un discours différent sur les problématiques des migrants, et pensez-vous que par rapport aux politiques et aux défis européens, c'est un atout? Et c'est un protestant qui pose la question. Bon, le pape a une constance, il a un discours fort, il a un discours clair sur ces sujets. Bon, en même temps, le pape n'est pas en charge du règlement quotidien des sujets. Hein, donc, bien entendu, ce qu'il dit est intéressant et doit être pris en compte. Je pense que c'est intéressant et important parce que les mouvements catholiques, je parlais des ONG tout à l'heure, sont très impliqués sur ces questions. Ils font un travail absolument remarquable, comme les mouvements liés au protestantisme, la CIMA, etc.
Donc, bon, je constate que le pape, il y a sur ce sujet une vision, une clarté, une constance, mais il faut en même temps que tous ceux qui sont en situation de tenir un discours qui porte parlent avec ceux qui sont en charge ensuite de régler les problèmes, hein. Et donc, moi, j'ai pas eu l'occasion, enfin, j'ai rencontré le pape avec le président de la République en août 2016, ce sujet a été évoqué, mais je suis bien entendu resté tout à fait à ma place et j'ai pas eu l'occasion d'échanger avec lui. Mais je pense qu'il est important que le monde des autorités religieuses et le monde politique aujourd'hui sur ces sujets, et dès lors qu'il y a des associations qui agissent, fassent tout pour se comprendre, pour éviter justement les postures. Ça n'a pas toujours été facile, hein, pour moi avec Caritas et le Secours catholique à Calais. Je le dis. Mais là aussi, le dialogue n'a jamais été rompu. Parce que les principes évoqués par le pape se confrontent à la réalité de l'exercice du pouvoir. Ce n'est pas toujours simple de traiter les problèmes avec des principes. Et je le dis d'autant plus aisément que j'ai des principes. Et que c'est un sujet ontologique, hein, existentiel, que de faire avec ces principes quand on exerce le pouvoir sans vouloir jamais les abandonner, les oublier. Ici, la dernière question. Attendez, on va vous amener un micro. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour votre intervention. Modestement, j'adhère au club de Monsieur Debré. Vous avez, au début de votre intervention, vous avez rappelé votre filiation et sentiment particulier pour la Normandie. Que pensez-vous de ce qui se passe à Ouistreham, s'il vous plaît? D'abord, et à Cherbourg, bien sûr, je vous parlais de Cherbourg, j'y vais tous les mois, je ne l'ai pas oublié, je veux pas... Bon. D'abord, je veux quand même rappeler que lorsque j'ai mis les centres d'accueil et d'orientation en place pour régler humainement le problème de Calais, le président de la région de Normandie a indiqué qu'il ne voulait pas de centre d'accueil et d'orientation sur son territoire. Je le rappelle quand même. Hein, je n'ai pas bénéficié d'un grand concours de sa part sur ce sujet. Vous pouvez reprendre les déclarations, il y a une traçabilité de tout ça, hein, et des miennes et des siennes. Donc ce territoire, s'il a accueilli, c'est par la volonté d'un certain nombre de maires de droite et de gauche, qui étaient d'une grande sensibilité républicaine, toutes tendances confondues. Le fait que nous organisions, que nous soyons ici autour de Philippe Augier à Deauville montre quelle est sa propre sensibilité sur ces sujets, mais je n'ai pas bénéficié du concours de l'ensemble des élus à ce moment-là, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, la situation à Ouistreham, si l'on veut éviter que ce type de situation ne se produise, il faut faire sur la totalité de la façade septentrionale ce que nous avons essayé de faire à Calais. C'est-à-dire que je ne sais pas quelles sont les instructions qui ont été données. Je ne me permettrai pas d'ailleurs d'organiser une commission d'enquête sur place comme ça, spontanément. Mais s'il n'y a pas des maraudes, s'il n'y a pas des dispositifs d'enregistrement, s'il n'y a pas une présence policière suffisante, s'il n'y a pas un dialogue avec les associations, si tout ça ne se fait pas dans l'équilibre que j'évoquais tout à l'heure, les choses ne peuvent que se détériorer. Donc sur Ouistreham, je pense enfin, si j'étais en situation de responsabilité aujourd'hui, je vous dis ce que je demanderais. Parlons avec les associatifs, parce que ça ne sert à rien d'être frontal. 2, faisons en sorte que ce dialogue soit franc, c'est-à-dire qu'on ne soit pas dans la posture et qu'on ne soit pas dans l'accompagnement nécessairement de ce qui est demandé ou dit, si ce qui est demandé ou dit ne correspond pas à ce qu'il faut faire et à ce qu'est la réalité. 3, faisons en sorte qu'il y ait des forces suffisantes, même si je sais que pour un ministre de l'Intérieur c'est difficile. Et 4, faisons en sorte qu'il y ait l'OFI, l'OFPRA, les services de la préfecture, mais j'imagine que c'est le cas, soient suffisamment mobilisés pour faire en sorte que ceux qui relèvent de l'asile puissent être sortis de cette facette septentrionale pour être mis dans le DNA ailleurs en France. Une fois que vous avez dit ça, enfin, le préfet Fiscus le sait, c'est pas pour ça que vous avez réglé le problème, c'est très difficile. Hein, donc, moi, j'en profite d'ailleurs, hein, je ne l'ai pas fait, je veux le faire. Les préfets ont été, et je leur suis d'une reconnaissance et d'une gratitude infinie, absolument remarquable, pendant les années où j'ai été au ministère de l'Intérieur. Je n'aurais rien pu faire de ce que j'ai essayé de faire s'ils n'avaient pas été là. Dans la lutte antiterroriste, les préfets ont été des serviteurs de l'État
magnifiquement républicain, attaché aux valeurs humanistes qui sont les nôtres, veillant à ce que jamais les choses ne dérapent, et ont apporté un concours exceptionnel. Fabienne Bussiot n'est pas là, je crois qu'elle était là hier, mais Fabienne Bussiot a fait à Calais un travail d'une humanité, d'un engagement, d'un dévouement auquel je veux vraiment rendre hommage. J'espère d'ailleurs qu'en disant ça au sujet de Fabienne, je ne lui nuirai pas pour la suite de son parcours, mais vraiment, elle a été absolument merveilleuse d'engagement, d'humanité, de droiture, de patience, de dialogue. Donc les préfets font sur ces sujets un travail extraordinaire et exceptionnel. Les grands directeurs d'administration centrale, Didier le sait aussi, et donc il faut s'appuyer beaucoup sur eux. Quand on est en situation de responsabilité gouvernementale. Les préfets ne sont pas des gens qu'on limoge le mercredi au moindre problème quand les choses sont difficiles. Ce sont des gens qu'on remercie et qu'on accompagne dans l'exercice de leur mission. C'est la conception en tous les cas que j'ai de l'État. Merci Monsieur le Ministre pour cette séquence de questions et puis cette intervention. Philippe Augier peut-être ? Ah voilà, ben je vous libère. Monsieur le Premier ministre, cher Bernard, quand même, avant que tu t'en ailles, je voudrais te remercier. Et chers amis, il faut que vous sachiez que le Premier ministre a fait juste un aller-retour pour venir témoigner dans le cadre de notre séminaire. Et je tiens à le remercier, évidemment, très chaleureusement. J'en suis d'autant plus heureux que dans les encouragements qu'il a pu faire à l'égard de tous ceux qui sont ici et de tous ceux qui liront ce qu'il a dit ce matin à travers nos différentes publications, eh bien, ces encouragements correspondent très exactement à l'esprit dans lequel on a créé ce séminaire de 2 jours, avec Régis Debray, avec Didier Lesky, avec Thierry Grillet, et tous ceux qui se sont joints à nous, car effectivement, on a eu le sentiment, les uns et les autres, qu'il y a un certain nombre de grands sujets de société, je l'ai dit à l'ouverture du séminaire, qui sont maltraités. Maltraités avec les 2 orthographes. Et qu'il était nécessaire d'aller au fond des choses en demandant à ceux qui connaissent bien les sujets à aborder de nous dire toute la vérité et de dire la réalité des choses. Pendant ces 2 jours, pour tous ceux qui sont là et qui ont assisté à la totalité des conférences et des échanges, on a pu constater à quel point ces réalités sont loin de ce qui nous est montré à travers les médias ou à travers les postures politiques. Je rejoins Bernard évidemment sur ce sujet. Et je me réjouis qu'on ait pu profiter de tels éclairages, parce que tout d'un coup on se rend compte que les problèmes peuvent, sur le temps long, comme le dit le Premier ministre, les problèmes peuvent être traités avec une vraie volonté, à la condition qu'on les traite dans leur réalité. Voilà, je voulais dire ça, Bernard, parce que j'étais très heureux de la certaine fermeté que tu as employée pour ces encouragements. On les avait précédés, et donc j'en suis très fier. Et ça me permet de constater, mais je le savais un peu, que, en tout cas sur ce sujet-là, nous sommes sur la même ligne. Merci d'être venu le dire. Nous sommes vraiment très heureux d'avoir pu t'accueillir. Et je vais céder la parole à Thierry Grillet, qui va vous faire une petite synthèse de nos travaux. Sur le plan européen, c'est une chose qui est revenue systématiquement dans toutes les interventions des uns et des autres, de dire que c'était l'échelon auquel il fallait traiter le sujet. Et pour le reste, on aura quelques propositions. Thierry, c'est à toi. Et Monsieur le Premier ministre, je te raccompagne.
Bien, j'ai fait un stage de formation de 2 jours sur un sujet où se sont exprimés beaucoup d'experts devant le candide que je suis. Et c'est donc par conséquent un exercice un peu périlleux et probablement très imparfait auquel je vais me livrer devant vous, en livrant évidemment une synthèse dont vous pardonnerez le caractère partiel et probablement partial. Comme l'explique Marc Ferraud dans son livre L'aveuglement, paru en 2015, devant certains faits d'ampleur, les acteurs ne veulent pas voir, ou leur grille d'interprétation du réel les empêche de voir. C'est l'aveuglement. Peut-être les migrations sont-elles le fait majeur de ce siècle qui commence, et ce séminaire du Collège des mondes possibles aura atteint son objectif s'il a contribué à nous faire ouvrir grand les yeux sur ce phénomène, comme l'a rappelé et souligné Bernard Cazeneuve, qu'on peut qualifier avec 3 M, phénomène mondial, phénomène massif et phénomène multiple. Naturellement, un séminaire a vocation à faire réfléchir autrement que sur le tempo de l'actualité. Entre ceux qui ont le nez sur la vitre et ceux qui regardent de Sirius, il y a une 3e voie. Cette 3e voie consiste à approcher la réalité en alternant la vue au microscope et la vue au télescope. Il s'agit de faire varier la focale pour se donner une vision aussi complète que possible du phénomène. Ainsi, au cours de ces 2 dernières journées, avons-nous fait coulisser le regard de l'infiniment grand à l'infiniment petit, voir par-delà l'espace et par-delà le temps avec des démographes et des hommes qui réfléchissent dans la très longue durée, ou voir avec des hommes de terrain, ici et maintenant, au plus près des situations, au plus près des hommes, de leurs douleurs, de leurs espérances, en France, en Allemagne, en Grèce, ou en donnant un coup de zoom sur Calais. Avec François Héran et Hervé Lebras, la réflexion s'est inscrite dans la très longue durée, soit en se projetant dans l'avenir à l'autre bout du XXIe siècle, pour considérer les chiffres très impressionnants de la population mondiale avec ses pourcentages de migrants en 2100, soit en se retournant vers la préhistoire et le néolithique pour considérer le phénomène migratoire et le reconnaître comme un des éléments distinctifs du comportement de l'Homo sapiens. C'est avec l'avenir proche, 2100, ça n'est qu'à 80 ans de nous, que nous avons commencé hier matin ce séminaire avec François Héran. De son intervention, je retiendrai 2 points qui me paraissent éclairants pour notre réflexion. D'abord, le XXIe siècle sera démographiquement le siècle africain. La projection graphique qu'il a présentée montre un spectaculaire décollage vertical de la population africaine par comparaison aux autres ensembles. Il a montré à cet égard que l'Afrique n'était pas un bloc. Cette explosion démographique ne se produit pas, ou dans une moindre mesure, dans les pays des bandes côtières, mais dans les pays enclavés, Ghana, Niger, Nigeria, Mali, où l'on observe des taux de fécondité records à des échelles bien supérieures au taux de fécondité mondial qui est, je le rappelle, de 2,37. Deuxième point, cette explosion démographique, ce fait aura un effet, celui de précipiter des migrations. D'abord intra-africaines. Aujourd'hui, par exemple, déjà 1,4 million Burkinabés ont migré en Côte d'Ivoire, mais aussi des migrations intercontinentales. Ces mouvements de population sont inévitables. Que se passerait-il en effet si, comme les projections semblent l'indiquer, le Niger multipliait d'ici à 2050 sa population par 18,5 ? Les ressources du pays ne pourraient pas suffire à faire vivre cette population qui sera contrainte ainsi à la migration. Où ira-t-elle ?
Ce sont des chiffres qui frappent, oui, et qui peuvent alimenter toutes sortes de fantasmes. Aussi y a-t-il urgence, comme le proclame le titre du dernier ouvrage de François Héran, de mesurer, débattre pour agir. Ainsi, les études conduites en Afrique, des études américaines, les seules disponibles du reste au niveau mondial, les études donc conduites en Afrique sur le désir de migrer montrent que le désir de migrer, qui se situe autour de 27%, reste vague, peu structuré sur un projet. Dès qu'il est interrogé, dès qu'on quitte l'idéal pour la réalité, seuls 2% des interrogés déclarent se préparer à partir dans les 6 mois. Donc il nous faut anticiper sans doute une pression plus forte, c'est évident, mais probablement pas le tsunami redouté. Ces projections, toutefois, ne sont que des projections. La démographie est une science précise de l'incertain, qui réserve des surprises, de projection en projection. Qui aurait pu prévoir sur les graphiques de projection de 1981 qu'en 30 ans, l'Iran et l'Algérie auraient accompli ainsi leur transition démographique. Avec Hervé Lebras, qui a ouvert nos travaux ce matin, nous avons donné un coup d'œil dans le rétroviseur pour considérer les origines de l'homme migrant dans l'Homo sapiens et comprendre que le fait migratoire participait à la fois d'un processus d'adaptation, mais aussi du génie de l'espèce humaine. Hier, avec Jens Althoff et aujourd'hui Maria Stavropoulou, avec Didier Lesky, Fabienne Bussiot et Michel Lalande, nous avons cette fois-ci accommodé notre regard au présent et aux proches, à travers ce qui se passe en Europe, dans l'Allemagne du défi historique du Wirtschaftendas, dans la Grèce aux avant-postes de cette révolution migratoire, ou dans la France d'aujourd'hui. Que retenir de l'expérience allemande ? Beaucoup, naturellement, et le propos riche de notre ami allemand a fait comprendre combien le passé d'un pays fédéral comptait pour faire face et mobiliser les énergies. Je retiens 3 choses. La distribution en Länder et la gestion déconcentrée du flux d'entrants massifs en 2015, plus d'1 million, a permis de traiter finalement la crise des migrants. Cette structure en Länder a absorbé cette population en la répartissant sur le territoire selon une clé de répartition, la fameuse Königstein-Schlüssel. C'est important à souligner car cette politique de territoire est plus difficile, voire impossible à conduire en France, pays de tradition centralisatrice, qui ne peut obliger personne à s'attacher à telle ou telle région. Cette politique de territoire est donc un des points forts du traitement des migrations en Allemagne. L'exemple allemand a permis également de faire apparaître le rôle décisif de tout un ensemble d'acteurs qui ont joué un rôle dans la mobilisation non pas seulement d'un État, mais d'une société tout entière dans l'accueil des migrants. Les églises, les associations, les clubs de sport qui ont joué un rôle, semble-t-il, non négligeable dans le processus d'intégration. Il ne s'agit en effet pas seulement de répartir géographiquement les populations, mais de se donner les moyens de les acclimater et de les transformer en force positive pour le pays. Je retiens les 600 heures de langue, les 100 heures de formation à la culture et aux valeurs. Peut-être faut-il souligner que cette réussite succède pour les Allemands à d'autres défis en matière de solidarité et qui les auront préparés. Par exemple, l'absorption de 20 millions d'Allemands de l'Est lors de la réunification qui s'est réalisée en 20 ans, avec, on le sait, des déficits alors budgétaires considérables, l'absorption à la chute du mur de 4,5 millions de Russes reconnus citoyens allemands à la chute du mur par l'application du jus sanguinis, du droit du sang. Ce sont des expériences qui ont sans doute compté. Mais il y a toutefois des points d'attention à observer. D'abord, les quelques événements comme la nuit de la Saint-Sylvestre à Cologne et dans quelques villes d'Allemagne qui sont témoins aussi de cette difficulté d'adapter des cultures différentes. Peut-être et surtout le prix à payer dans une démocratie d'opinion,
la montée de l'extrême droite en Allemagne à hauteur de 12,3%, représentée maintenant au Bundestag et dans 9 des 16 Länder. Cette extrême droite est inscrite probablement pour longtemps dans le paysage et il faudra probablement faire avec dans le dialogue politique. Enfin, et je me permets d'ajouter au discours de Jens Althoff, que faire des 300 000 déboutés du droit d'asile en Allemagne, qui constituent une masse de population qui, pour le moment, est en lévitation en Europe, qui est condamnée, en fait, à circuler en quête d'un point d'attache. Que s'est-il passé en Grèce, pays s'il en est, qui a inscrit avec l'Odyssée dans le grand livre de l'humanité la culture de l'hospitalité? Maria Stavropoulou en a parlé ce matin. Avec Fabienne Bussiot et Michel Lalande, nous avons touché du doigt l'expérience politique et l'expérience humaine que constitue ce que l'on voit de loin parfois et de façon désincarnée dans les chiffres et les statistiques. Je garderai pour ma part longtemps en mémoire ces deux contributions qui illustrent l'action de l'État quand elle est portée à son meilleur par des hommes et des femmes qui se grandissent dans l'action. Je me souviendrai notamment avec émotion du témoignage de Fabienne Bussiot qui s'adresse aux chefs afghans pour leur expliquer qu'il va falloir quitter le campement. C'est une action courageuse qui a su concilier dans une forme de fidélité à l'humanisme, fermeté et humanité. On a mieux compris ce qui s'est passé en octobre 2016 et combien il avait été important de réussir lorsque la France, à Calais, en pleine tourmente des attentats, était sous la loupe des journalistes du monde entier. Réussir deux choses, démanteler le camp de la Lande et répartir ses occupants dans des centres d'accueil et d'orientation à travers l'ensemble du territoire. Au fond, il s'agissait peut-être de commencer à mettre en place une politique de territoire, comme l'a montré le préfet Lalande en saluant la manière dont le corps préfectoral a joué un rôle déterminant pour mobiliser et convaincre les maires, les entrepreneurs ou même les syndicats afin de disposer de lieux où rediriger les migrants. Cette opération mise en place par Bernard Cazeneuve, alors ministre de l'Intérieur, a été couronnée de succès. Je retiendrai de l'intervention de Didier Lesky, que je veux remercier ici pour le concours décisif qu'il a pris dans l'organisation de ce séminaire, deux choses. Le pays s'est plutôt bien comporté dans cette période. Dans un pays où les tentations xénophobes risquaient d'être encouragées par les attentats, les Français se sont montrés sur le terrain très accueillants. C'est vrai que face à l'étranger, une double attitude est toujours possible. On peut voir dans l'étranger, pour prendre des termes, des mots latins, un hospes ou un hostis. C'est la même étymologie. Un hospes, c'est un hôte, un hostis, c'est un être hostile. Ce qu'on a découvert, et c'est mon deuxième point, c'est que le pays profond était hospitalier et que cette attitude n'était pas reflétée dans les débats, encore et toujours clivés entre des positions idéologiques parfois caricaturales. Mais je retiens aussi de l'intervention de Didier Lesky une note plus sombre qui touche à la solidité de la construction européenne et au manque de solidarité entre les pays européens. Tout à coup, à travers quelques décisions de tribunaux administratifs, on a découvert avec étonnement qu'il n'est pas possible de renvoyer des déboutés du droit d'asile en Allemagne ou en Italie au motif que ces sociétés, tout à coup, ne respecteraient pas les droits humains. Cette crise de confiance combinée à une grande diversité dans l'appréciation de qui est éligible ou non au système de protection en vigueur dans les différents pays européens conduit à l'image d'une Europe mise à mal et fracturée. La question qui se pose à cet égard est de savoir si et comment l'Europe pourra se relever de cette crise. La vie d'un homme ou d'une société ressemble, comme nous le dit Kafka dans le texte de La Muraille de Chine, à cette lutte dans laquelle nous sommes pris entre un homme qui nous pousse dans le dos pour nous empêcher de faire avec notre passé et un autre qui nous pousse par devant pour nous empêcher de fabriquer notre avenir. Alors le rêve de l'homme ou de la société qui se trouve ainsi écrasé par ces deux poussées contradictoires
c'est d'échapper, de s'élever et de voir de haut cette lutte pour décider en indépendance de son chemin. Ce recul, cette réflexion nous a été apportée par 3 interventions. Celle de Pierre Henry, le président de France Terre d'Asile, celle de l'historien Benjamin Stora, directeur du Musée national de l'immigration, et celle à l'instant, sur laquelle je ne reviendrai pas, de Bernard Cazeneuve. Avec Pierre Henry, la réflexion sur le droit d'asile, son histoire depuis la Révolution française et jusqu'à la Convention de Genève en 1951 a été brossée à larges traits. Mais ce qu'on retient de cette intervention, c'est que l'image du réfugié elle-même a évolué. Quoi de commun entre une Hannah Arendt qui quitte l'Allemagne en 1933 pour les États-Unis, un réfugié chilien en 1973 et aujourd'hui ces réfugiés anonymes soudanais qui traversent notre pays? On a perdu en quelque sorte le réfugié ou la figure héroïque du réfugié. C'est que le droit d'asile s'est aussi transformé. C'est ainsi autour des transformations et des élargissements progressifs de ce droit d'asile que le propos de Pierre Henry, me semble-t-il, mérite d'être examiné. En effet, ce qui m'a frappé, c'est de constater qu'au fil de la seconde moitié du XXe siècle, la protection que le droit d'asile réservait à ceux dont l'exercice de la liberté était menacé dans leur pays a été étendue aujourd'hui à ceux, par exemple, dont les orientations sexuelles pouvaient constituer un motif de persécution, ou encore aux femmes dont l'intégrité physique était menacée, comme dans le cas de l'excision. Ces élargissements ne vont naturellement pas sans poser de questions, et en particulier sur la capacité de l'Europe à se constituer en terre de résolution de tous les conflits et de tous les problèmes sociaux du monde entier. Avec Benjamin Stora s'est exprimé enfin le point de vue de l'historien, dont je retiendrai 2 choses. D'abord, la nécessité d'historiciser le phénomène migratoire pour éviter d'essentialiser les populations majoritairement musulmanes qui ne sont perçues aujourd'hui que dans leur seule identité religieuse. Ces migrations, en effet, sont le résultat d'une histoire triste, celle des rendez-vous ratés avec la démocratie, à travers, par exemple, le mouvement ouvrier, et Benjamin Stora rappelait l'écrasement du mouvement syndical Toudé en Iran, ou à travers... oui, le Parti communiste, ou à travers l'échec des printemps arabes. J'en arrive au terme de cette synthèse. Comme disait Flaubert, seuls les imbéciles concluent. Toutefois, pour conclure, je reprendrai 2 idées. L'une qui m'est soufflée par Philippe Augier et ce séminaire en est une preuve, qui est soucieux de la pédagogie qui doit être faite dans ce domaine et dans bien d'autres domaines probablement. Il faut introduire dans l'enseignement un module sur l'histoire migratoire pour les jeunes, pour que les jeunes Français, qu'ils soient récemment arrivés ou qu'ils soient là depuis longtemps, sachent que l'histoire est un lieu aussi de lutte idéologique et que la manière dont on présente les choses, évidemment, oriente les perceptions. L'autre idée, c'est de faire droit à cette revendication qui s'est faite au fur et à mesure des interventions tout au long de ces 2 journées et qui touche à la nécessité de construire, le Premier ministre en faisait état il y a une seconde, une démarche européenne coordonnée, seule capable de mettre l'Europe en capacité de gérer la crise. Voilà, j'en ai terminé. Je voulais remercier Philippe Augier, les membres du Collège des mondes possibles et le public
d'être là, d'avoir suivi avec, je crois, beaucoup d'attention l'ensemble de ces débats. Je donne rendez-vous à tous à l'automne pour un nouveau séminaire du Collège des mondes possibles qui aura un autre thème pour thème.